Je viens de passer la nuit à rêver que je cousais mon bombers dans ce tissu. Ça devient vraiment n'importe quoi. Bon, au lieu de le rêver, je vais le faire pour de vrai cette fois. Et avant de m'y mettre, je vais d'abord vous expliquer ce que j'ai en tête. Parce que pour l'instant, je vous ai montré que mon croquis. J'ai à côté plusieurs tissus. Ça fait plusieurs mois que je les ai stockés en prévision de cette couture. Et j'ai même galéré pour certains tissus pour les trouver. Donc déjà, on a ce Aristwid, très beau Aristwid, que j'ai en stock depuis 3-4 ans, je pense. C'est un coupon de à peine 1,50 m. Pas les 3 mètres habituels des coupons. C'est pour ça que, comme il sera peut-être un peu juste pour faire le bonbon en entier, j'ai prévu des manches contrastantes. Alors, c'est pas un vrai cuir, je crois que c'est un cuir végétal. Initialement, quand je l'ai acheté sur internet, il était dit comme étant cognac, parce que dans ma vision, je voulais vraiment avoir des manches en cuir cognac pour que ça s'allie bien avec la couleur du tissu. Un peu de couleur un peu cognac entre les deux là. Donc je m'étais dit que ce serait génial de faire un beau contraste avec un cuir cognac avec, sauf que sur internet ça se présentait comme étant cognac, les couleurs données cognac, sauf que là j'ai plutôt quelque chose qui est plus proche du rose que du cognac, parce que pour moi le cognac c'est un peu plus marron que ça, il y a bien une touche de rosé dedans mais on est plus vers du marron. Bon, pour vous aider à bien vous rendre compte à quel point ceci n'est pas cognac, j'ai sorti mes bottes qui sont elles couleur cognac et comme vous pouvez voir on est dans du rose, on est dans du cognac, rien à voir. C'était ça que je cherchais à avoir comme couleur quand même hein, à la base. Ce qui aurait été parfait, comme vous pouvez le voir. Les deux se marient à la perfection. Et enfin, comme vous le savez, c'est un bombers pour l'hiver. C'est-à-dire qu'il doit être très chaud. J'ai prévu donc une doublure en Sherpa. Comme ça, ce sera vraiment très confortable sur la peau et surtout très très chaud. On prend de précision, donc après j'ai fait une taille 44, c'était intentionnel, pour pouvoir porter des pulls en dessous, mais surtout pour que la doublure puisse passer. On a quand même une doublure assez épaisse, 0,5. Mais bon, comme ça c'est que taille 44, ça devrait passer sans problème. Alors, petite précision que j'ai pas... Donc, j'ai pas lavé mes pièces, par contre, je les ai décaties, c'est-à-dire à la vapeur avec le fer. Donc non, ça devrait plus trop bouger. Je touche du bois pour que ça ne bouge plus. Et ce que je vais faire ce matin, c'est vérifier que j'ai suffisamment de longueur pour faire le corps de mon bombers avec ce tissu, vu que je n'ai pas fait de test de positionnement encore pour vérifier si ça passe. On va le voir ce matin. Et si c'est pas le cas, il faudra que je repense mon projet. J'ai un doute, je sais plus si j'ai compté la marge ici quand j'ai coupé initialement. Bon, en fait, le plus simple, c'est que je vais calculer la hauteur de mon bord-côte qui est déjà sur ma toile et je vais vérifier si elle est assez ou pas. Je crois que c'est 5 cm. As-tu 5 cm de dispo là? Ah bah oui, amplement. En fait, je suis même un peu juste. En fait, je devrais être plutôt là. Ça correspond à combien ça? 7 mm. Faut que je raccourcisse encore de 7 mm pour être bien fine. Alors sur le plan précédent, vous m'avez vu préparer mes pièces de patron au pli du tissu. Et là, comme par hasard sur ce nouveau plan, ce n'est plus le cas. Alors je vous explique pourquoi, c'est tout simple, c'est quand j'ai fait la rectification de la longueur de l'ourlet, je me suis rendu compte que cet ourlet ne suivait pas le quadrillage, ce qui était un peu embarrassant. Donc j'ai préféré tout simplement ouvrir le tissu et mettre en miroir ma pièce de patron, comme ça j'étais sûre de bien suivre le quadrillage et pas de me retrouver quelque chose complètement biais dans le dos. Alors là, vous me voyez travailler à un point de crochet tailleur. Donc c'est le terme technique quand on marque en fait au fil à bâti le long des coutures. Et donc c'est une technique de tailleur comme vous l'avez deviné. Il faut savoir que les patrons des tailleurs sont sans marge de couture. Donc on va repasser à la craie tout autour du patron, sauf que cette craie va très rapidement s'effacer. Donc pour éviter de perdre le marquage, on repasse ce fameux fil de bâti. Sauf que moi, mon patron, il incluait déjà des marges de couture. C'est-à-dire que mes marques de craie que vous voyez à l'écran, dans 2 minutes, elles vont être découpées. Ça veut dire donc que tout ce travail manuel va disparaître également dans 2 minutes. Il n'y a que moi pour faire des trucs aussi cons. Ça, c'est encore la faute du dernier bouquin que je viens de m'acheter. Un bouquin sur l'art du tailleur. Voilà, j'ai regardé une page, j'ai vu qu'il utilisait cette technique-là, j'ai voulu l'appliquer sans me poser de questions. Ça m'apprendra. Faut aller lire jusqu'au bout. D'ailleurs, sachez que l'histoire du tailleur, c'est un truc qui va revenir tout le long de cette vidéo. J'étais vraiment complètement influencée.
Ok Alex, tu t'es fait un bon kiff, là tu nous as fait un plan rapproché de tes points à la main. Bon, la bonne nouvelle, c'est que je me suis rendu compte que j'étais en train de faire une bêtise en bâtissant toutes mes coutures. Donc, je me suis arrêtée, je me suis focalisée que sur les points internes, donc les repères au niveau des bras, etc. Passons au deuxième sujet, la structure de la veste. Bah oui, j'étais en train de lire un bouquin qui s'appelle quand même L'art du tailleur, donc forcément, ça met l'accent sur tout ce qui est renfort, etc. Donc, j'ai commencé par entoiler au moins ma parmenture à l'avant pour justement avoir un beau tombé. Donc, par contre, j'ai pas du tout respecté les préconisations du bouquin parce que normalement, on n'utilise pas du tout de toile thermocollante quand on veut faire les choses correctement. Mais j'en avais rien à faire, je voulais aller rapidement, donc toile thermocollée sur le revers. Et également, j'ai utilisé du droit fil thermocollant parce qu'en fait, ma parmenture, telle qu'elle est découpée, il y a une grande partie qui est dans le biais, qui risque de se déformer dans le temps. Donc ce petit ruban là, il est vraiment bien parce qu'il y a des fils à l'intérieur qui s'assurent que justement ça ne se déforme pas et ça reste bien rigide. Et ça se pose en 2 secondes, ça mange pas de pain. Bon, passons au col cette fois-ci. J'ai essayé de suivre les instructions du bouquin. Déjà, on laisse de côté le thermocollant. On va utiliser la toile pour servir de renfort pour le col. Et comme c'est pas thermocollé, de fait, je vais devoir les associer avec des points de bâti. Donc j'ai fait plusieurs lignes horizontales et verticales à plusieurs points stratégiques pour bien associer la toile sur le tissu. Ce qui me permettra par la suite de pouvoir faire mes points de chaussons. Donc ce sont des petits points dans des positions spécifiques qui vont permettre en fait de bien rigidifier le col et surtout de pouvoir le sculpter pour qu'il garde la position tout le long. Bon, je sais que ça ne peut pas vous dire grand-chose là quand je vous parle de points de chaussons, de sculpture, etc. Mais promis, dans les séquences qui vont suivre, ça va prendre tout son sens. Je viens de me lancer dans l'entoilage à la main de mon pied de colle. Donc ceci est le pied de colle intérieur, c'est celui qui se pose comme ceci autour du cou. Il y aura un autre qui vient par-dessus, qui est l'endroit. Et donc comme je vous le disais, c'est l'entoilage à coudre. Et comme vous pouvez le voir, c'est une première pour moi. Alors, c'est pas vrai. C'est pas une première. Sauf que la dernière fois que j'ai fait ça, c'était il y a plus de 15 ans. Je l'ai fait qu'une seule fois. Donc j'ai tout oublié. Donc on est dans une redécouverte et je crois que ça se voit, hein, si vous regardez la qualité de mes points. Vous pouvez deviner où est-ce que j'ai commencé et où est-ce que j'ai fini. Donc en gros, je suis partie du milieu pour aller d'abord vers la gauche. Droite, je crois, pour vous. Et la deuxième partie, c'est celle-là. C'est côté droit. Donc gauche pour vous. Qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure? Je sais plus. Bref, vous avez compris. J'ai commencé vers le milieu et je suis repartie dans ce sens-là en premier. Et c'est pour ça que j'ai des points mais complètement irréguliers à ce niveau-là. Et la deuxième partie était un peu plus régulière. Je commençais un peu à comprendre dans quelle ordre je devais faire mes points. Parce que c'est surtout ça le sujet, c'est j'arrivais jamais à savoir est-ce que je devrais repartir à droite, à gauche une fois que j'avais commencé. Et je vais pouvoir encore m'améliorer un peu plus parce qu'il me reste tout le col à faire. Parce que là c'était juste le pied de col, il reste le col à faire. Donc là on a l'envers du col, c'est pour ça qu'on a une couture ici, parce que je l'ai faite dans le biais. Et je vais donc entoiler à la main ce col là. Et je vais surtout pouvoir le faire au chaud parce que je viens de passer quand même 3-4 heures dans le froid, dans le sous-sol, en train de préparer, couper mes pièces, les entoiler. Je me les suis pelées comme jamais. Donc là j'ai fait mon premier entoilage ici au chaud dans la chambre et je vais finir là, on est le soir, il est déjà 8 heures passées. Et je vais le faire devant un vlog sous les couvertures, bien au chaud comme il faut. Sauf que le problème en soirée, c'est que t'as les yeux qui fatiguent. Plus les heures passent, plus t'as des difficultés à enfiler l'aiguille dans le chasse. Bref, sors tes lunettes mémé, ce sera plus simple, hein. Bon, ça y est, mes points commencent à être réguliers, c'est une bonne chose. Bon, à noter que la position de la main est enroulée sous le col pour garder bien la forme du col enroulée, dans cette forme du doigt en fait, de l'index, ça permet de sculpter. Ça c'est le point essentiel quand vous faites les points de chaussons, ça sert à sculpter. Et donc il faut bien avoir la bonne position du tissu au moment où vous faites vos points pour que ça conserve la bonne forme. Donc le coup de l'index, retenez-le bien, ça vous servira, du moins, si vous faites un tailleur, hein.
2 heures. C'est le temps qu'il m'a fallu pour faire à la fois le col et le pied de colle au point de chausson. Bon, par où je commence aujourd'hui? J'ai posé mes pans comme ça sur le mannequin hier et je me suis aperçue que ce style est pas mal, ça fait un effet cap que je trouve sympa, cap courte. Ça me rappelle un des projets de Bernadette Banner, elle avait fait je crois pour le Sherlock Holmes, son projet Sherlock Holmes. Je vais le garder dans mon coin de ma tête, peut-être que plus tard je me referai une nouvelle version en mode cap avec ce même patron. En attendant, hier soir j'ai fini d'entoiler mon pied de colle et mon col. Qu'est-ce qu'il me reste à faire ce matin? Excellente question, j'en sais rien. Je démarre mes introductions de la journée sans vraiment savoir où est-ce que je vais. Ça annonce la couleur pour la journée, je pense. Il y a 2 choses que je voudrais faire. Je voudrais rajouter des poches parce que là, actuellement, mes poches, elles sont censées être juste sur le côté. Sauf que j'ai peur qu'elles soient trop en arrière vu que c'est un bomber qui est assez ample quand même. Et surtout, je trouve que faire des poches passe-poilées là en biais, ce serait super joli. L'autre sujet que j'ai en tête, c'est j'aimerais bien expérimenter avec des épaulettes. Parce qu'à chaque fois que j'essaie des vestes du commerce avec des épaulettes, c'est trop large, parce que les épaules sont beaucoup plus grandes par rapport à ma carrure. Et je me dis, là, comme c'est à ma taille, ça se trouve, les épaulettes, ça va bien fonctionner, si je les fais bien par rapport à mes épaules. Et donc, première chose, regardons dans le matériel si j'ai de quoi faire des épaulettes, et ensuite, il faudra que je me replonge dans quelques tutos, parce que j'ai pas l'habitude d'en faire. Alors, cette séquence, elle est très intéressante pour moi parce que je redécouvre finalement ce sous-sol. Ça fait quand même un mois que j'ai déménagé. J'avais un peu oublié, notamment tous ces cartons qui étaient stockés dans le sous-sol. Franchement, au quotidien, c'était quand même vraiment galère. Parce qu'à chaque fois que j'avais besoin d'un tissu, il fallait que je sorte tous mes cartons, que je les ouvre tous les uns après les autres. Parce que forcément, j'avais aucune idée dans quel carton se trouvait quel tissu. Pourtant, je m'étais un peu structurée. Initialement, j'avais organisé mes tissus par saisonnalité. C'est-à-dire que j'avais un carton automne-hiver, printemps-été, et des cartons fourre-tout parce que je sais pas quoi faire de tous ces tissus. Sauf que ça suffit pas d'organiser par saisonnalité parce que vous avez toujours besoin d'aller fouiller dans les tissus pour comparer les motifs, la texture, etc. Je passais mon temps à ouvrir et refermer tous ces cartons. Et donc forcément, au bout d'un moment, à force de ouvrir, fermer et d'avoir des cartons exposés au sous-sol à l'humidité, je vous raconte même pas la tête des cartons à la fin. Complètement explosé. En fait, je sais même pas comment je suis arrivée à les déménager, ces cartons. Bon, en fait, si j'ai une petite idée, j'ai tout simplement racheté pas mal de cartons pour remplacer ceux qui étaient complètement éclatés. Et pour ceux que j'ai conservés, je les ai enrubannés de scotch au point qu'il y avait plus de scotch que de cartons à la fin. Donc là, je viens de décompter le nombre de cartons que j'ai ouverts sur cette séquence. Il y en a plus que 6. Et ce sont que les cartons de tissu. J'ai pas compté les cartons de mercerie, les cartons pour stocker les machines à coudre, etc. Je pense que si on doit tout compter, on doit doubler, on doit être autour de 12 cartons. Il y a plus d'une douzaine de cartons juste pour un atelier de couture. J'en avais même pas conscience qu'il y avait autant. Nous avons de la watine. Par contre, j'avais pas souvenir qu'elle était comme ça. Ok, on va voir ce qu'on peut faire avec ça. Oui, parce que l'objectif de la séquence précédente, c'était de trouver le matériel pour faire mes épaulettes et pas m'égarer sur mon déménagement. Mais c'est pas grave, reprenons le fil. Alors, pour créer sur mesure l'épaulette, j'ai d'abord rassemblé les pièces de patron devant et dos au niveau des épaules. Ensuite, j'ai mesuré 2/3 de la ligne d'épaule pour définir la profondeur de mon épaulette. Maintenant, on va déterminer sa longueur. Donc là, je me suis alignée sur les marques de mon emmanchure et j'ai positionné mes points de repère à 1,5 cm au-dessus de ces marques. Donc là, maintenant, on a la longueur complète de l'épaulette. Bon, je suis pas certaine que l'histoire de la longueur soit très claire en termes d'explication, mais les images feront tout aussi bien le job. Et ensuite, je me suis servi de mon perroquet pour redessiner proprement la forme de mon épaulette et maintenant, on a un très beau patron d'épaulette. Bon, vous l'aurez peut-être remarqué, l'épaulette à l'avant, elle est un peu plus longue qu'à l'arrière. C'est lié au positionnement des marquages sur l'emmanchure parce que c'est pas à équidistance du milieu de l'épaule. Ouais, je viens de vous ressortir un terme de l'école primaire en géométrie, l'équidistance. Mais bon, après, j'ai comparé donc la forme de mon épaulette par rapport à celle que j'ai du commerce. Ça semble tout à fait normal qu'elle soit plus longue à l'avant qu'à l'arrière. Alors pour éviter une démarcation un peu trop abrupte entre l'épaulette et le battement, on va superposer plusieurs couches de molleton. Ce sont des couches qui sont très fines et ensuite on va venir les dégrader les unes par rapport aux autres. Comme ça, on va avoir le maximum d'épaisseur sur la tête de manche et le moins à l'intérieur de l'épaule.
Et donc la petite astuce pour vraiment que ce soit totalement fondu entre les différentes couches de molleton, c'est qu'on va venir effilocher les bords arrondis des couches de molleton. Et ensuite, on va venir les feutrer ensemble. Comme ça, on va plus du tout avoir de démarcation entre les différentes couches et la pente, elle va être vraiment naturelle. Alors une fois que mes épaulettes sont prêtes, je les ai épinglées directement sur la veste et j'ai posé la veste sur le mannequin pour avoir un peu de recul sur comment tombe le vêtement. Et j'ai bien fait parce que tout de suite je me suis rendu compte qu'il y avait un problème. L'empiècement devant avec le thermocollant était très structuré, pareil pour les épaules. Par contre les côtés étaient très flasques et donc ça jurait littéralement. Donc la meilleure façon d'harmoniser tout ça, c'est de positionner un plastron. Donc c'est juste une pièce à partir de toile tailleur qui va rejoindre l'épaule vers l'empiècement avec des courbes assez harmonieuses pour que de l'extérieur le rendu soit le plus lisse et en même temps ça garde un peu de drapé. Tout de suite on voit maintenant que j'ai positionné mon plastron sur le côté droit, le tombé est beaucoup plus fluide, plus naturel, tandis que sur le côté gauche on a toujours ces plis flasques, c'est pas du tout joli. Bon, je viens de finir le premier pas de stitching pour la partie devant. Je dois faire le deuxième pareil. Je crois que pour le deuxième, comme je commence à bien maîtriser mon point, je vais me chronométrer. Fini en 1h05. Donc faut compter, je pense que j'ai dû prendre 4 heures pour faire les deux devant, plus le col et le pied de colle. C'est pas mal. Ce que je vais faire, c'est je vais déjà fermer la pince. Hein. Comme ça j'aurai finalisé les deux devant. Et je vais voir s'il est pas trop tard. Je sais pas quelle heure il est. Il est 16h30. Ouais, je pense que j'ai encore assez de temps pour faire la poche passe-poilée ou au moins la préparer pour demain. Bon, où est-ce que j'en suis ce soir ? J'ai donc posé mes poches apparemment et ça a été une catastrophe. La première, comme vous voyez, elle est trop haute, donc on voit la doublure. J'aurais même dû prendre le même tissu pour faire à l'intérieur de la poche parce que même sur celle qui est un peu mieux faite, dès qu'on ouvre, c'est très visible. J'aurais dû faire soit une couleur unie et sombre pour que ce soit pas trop flagrant parce que là on voit que ça. C'est trop tard, c'est fait. Donc celle-ci à peu près correcte, c'est pas la plus belle poche passe-poilée, mais bon, comparé à l'autre, c'est forcément une réussite. Celle-là, c'est catastrophique. J'ai bien envie même de la faire, mais ça fait mal aux yeux. Sinon, au niveau des épaulettes, je l'avais déjà montré tout à l'heure, elles se voyaient au début quand je mettais la toile par-dessus. Et c'est vrai qu'elles se voyaient jusqu'à que je rajoute la toile à l'intérieur. Avec ça, vraiment maintenant, ça se voit plus. Comme vous pouvez le voir, on voit vraiment rien, c'est lissé, c'est nickel. C'est l'objectif de la toile, c'est de lisser pour qu'on voit pas de démarcation, il n'y a plus de creux. J'ai donc fini aussi la parmenture à l'avant, sur les côtés. J'avais même commencé à coudre ici sur le col jusqu'à que je me rappelle que non, tu as un col à poser, Alexandra, ne va pas trop vite. À ce niveau-là, c'est pas mal. Et j'ai commencé à monter le col ensemble, sauf que j'ai dû m'y reprendre à 3 fois parce qu'à chaque fois, je montais pas les cols dans le bon sens. C'est-à-dire, je faisais un endroit contre un envers contre un endroit, bref. Là, c'était la troisième. Je suis arrivée à bien épingler, cette fois dans le bon sens. Mais ce que j'ai décidé, je vais d'abord bâtir ma ligne tout au long. Et seulement demain, je vais coudre vraiment à la machine parce que je sens que, comme je suis fatiguée, je fais de plus en plus de bêtises. Bref, tout ça, c'est pour demain. Je vais me coucher, moi, je suis crevée. Non, je me couche pas. Je bâtis ça d'abord et je vais me coucher après. Bon, comme je suis pas vraiment fière de ça, je me suis décidé que j'allais le refaire. Parce que je sais très bien qu'à chaque fois que je l'apporterai, ça me gênera. Donc autant le faire tout de suite. Mon plus gros problème, c'est que quand je travaille comme ça, je suis à fond dans mon process créatif et je peux très vite devenir bordélique. Tout s'accumule sur la table.
Et si vous regardez très précisément, là sur la table, je suis en train de découper mon tissu pour la poche. Et ce tissu est superposé sur un autre tissu identique, qui n'est rien de moins que ma propre veste. Oui, donc prépare-vous à une catastrophe, donc 4, 3, 2, 1. Oh non! Oh! Quel con! Bon, dans ce genre de cas, rien ne sert de s'apesantir sur son sort. On prend les choses en main, on passe à l'étape suivante. Dans mon cas, c'est sortir la machine à coudre, coller bord à bord les deux pièces de tissu et hop, un point de zigzag. Ça vous restaurera un rien de temps une veste et en plus, ça se voit pratiquement pas. Puis de toute façon, ce sera juste sur le côté, probablement caché par mon bras. Donc, on continue à avancer, ok ? Alors, on est pas mal avancé. J'ai fait donc toute la partie extérieure sauf les manches. Mais tout le reste est fait. Le col est posé, le dos est surpiqué. J'ai seulement posé les épaulettes à l'intérieur et je les ai épinglées, mais pas encore définitivement posées vu que j'ai fait les manches au préalable. Sinon, je m'apprête à poser la fermeture éclair. Donc en fait, je vais devoir la raccourcir parce qu'elle est trop longue, d'au moins 10 cm. C'est une chose que j'ai jamais fait. Une fois que j'aurai fait ça, il me restera plus que la doublure et les manches à poser. En fait, les zips en métal, c'est assez pratique pour pouvoir les raccourcir, parce qu'il vous faut juste vous équiper d'un ciseau, d'une pince paste. Ensuite, vous repérez à quel endroit vous voulez raccourcir votre zipper. Vous y mettez un repère à la craie, au crayon, peu importe. Vous allez arracher 3 dents juste au-dessus de ce repère, donc sur les 2 branches du zip, bien entendu. Ensuite, vous allez récupérer les stoppers, donc ces petits morceaux de métal sur lesquels le zip se bloque. Donc vous allez utiliser votre pince, et vous allez tirer d'un grand coup pour que ça vienne, vous allez voir, ça part tout seul, sans trop de difficulté. Maintenant, vous allez reprendre vos stoppers et vous allez les positionner là où vous avez mis votre repère de fin de zip. Vous allez donc les bloquer sur le petit tissu, vu que vous n'avez plus de dents, maintenant c'est seulement le tissu noir qui apparaît, là où vous allez retirer les dents. Vous utilisez la pince pour resserrer bien fort, et vous n'avez plus qu'à découper donc le tissu qui dépasse juste au-dessus, là où vous aviez enlevé les fameuses 3 dents. Et c'est bon, votre zip, il est à la bonne longueur maintenant. Vous pouvez l'installer sur votre veste. Ah puis, petit détail, je l'ai pas précisé, mais comme j'ai mis un zip, j'ai également rajouté un soupon pour justement éviter que je me pince quand je referme le zip. Bon, normalement, il n'y a pas de risque que je me pince parce que j'aurai toujours un pull en dessous, mais par principe, j'ai mis un rabat juste sous le zip. Comme ça, le tissu est protégé. Alors forcément, comme je l'ai un peu improvisé ce rabat, ça veut dire que j'ai rien pensé sur les finitions, sur la problématique des surépaisseurs. Donc après l'avoir monté, je me suis vite rendu compte que ça ne me convenait pas du tout au niveau du rendu final, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Donc je me suis prise à plusieurs fois pour démonter, remonter, trouver la bonne approche. Bref, je crois que j'y ai passé une bonne heure 30 juste pour poser correctement ce rabat. Mais parfois, vaut mieux prendre son temps et avoir un rendu qui nous satisfera. Bon, bilan de ma journée. J'étais en train de finir de poser ma fermeture éclair, sauf que autant celle de ce côté-là, donc à droite, nickel, rien à redire, elle est bien mise. Autant ce côté-là, j'ai pas trop réfléchi, je pense à la fatigue. Je l'ai mis par l'extérieur en pensant que ce serait le plus simple. Mais grossière erreur parce que du coup, il y a toute la bande noire qui apparaît, c'est pas joli. Il faudrait en fait que je mette cette fermeture de ce côté avec juste les dents qui dépassent là pour que ça se chevauche pile poil à l'intérieur. Donc, ce soir, je découpe la fermeture et surtout, j'installe à la main le petit pont que j'avais mis à l'intérieur. J'ai pas pu le faire à la machine parce que sinon ça se verrait de l'extérieur. Ce serait pas joli. Je fais que ça pour ce soir parce que là, je pense que je suis crevée. C'est pour ça que j'ai fait cette bêtise. Pas de recul, trop de fatigue. Et je vais me reposer pour le reste du week-end parce que là, on est vendredi soir. J'ai travaillé toute la semaine sur cette veste. Je pense qu'il faut que je me repose un peu pour mes vacances. Et je reprendrai lundi. Il ne me restera plus que les manches à faire, donc à découper et à poser. Et également la doublure à découper et à monter.
Et je pense qu'on sera sur la fin. Une petite estimation de un jour et demi de travail encore. Ça va, on est sur la fin quand même. Bon. Moi, je vais me reposer là. Alors, je sais plus si je vous avais parlé de mon tissu qui allait me servir pour les manches. Donc, c'est ce tissu qui est une fausse suédine, je crois. Effet cuir qui s'appelait cognac, mais pour moi, ce n'est pas cognac. Bah, si, je vous en avais parlé vu que j'avais fait la comparaison des couleurs. Il est très fin, comme vous pouvez le voir. Et ça me posait un problème parce qu'en fait, j'ai prévu de doubler tout le corps du vêtement avec ce Sherpa. Et je risque d'avoir donc très froid au niveau des bras. Donc ce que j'ai prévu, c'est que je vais utiliser le molleton que j'ai utilisé pour les molettes. Les molettes. Les épaulettes. Donc il est assez fin, mais je pense que ça suffira pour rajouter de la chaleur. Et bien sûr, ce sera pas contre la peau, donc je vais utiliser les restes de ce projet. Donc, peut-être pour connaître ce tissu. Je l'avais utilisé pour ma blouse Chloé. Et donc ça me servira de doublure. C'est parfait parce que c'est du synthétique, donc c'est très glissant, pratique pour enfiler une veste rapidement. Ça n'accroche pas du tout. Et je pense qu'avec tout ça, franchement, j'aurais pas froid. Là, normalement, je devrais être tranquille. Donc voilà, donc ça, c'est la coque extérieure. Plutôt ce côté-là, la partie extérieure. Hein. Ça, c'est l'intérieur qui est ensuite dit entre le molleton et ici, la doublure. Et à l'intérieur, dans le corps du vêtement, on aura le Sherpa. Oui, c'est sûr, j'aurai super chaud avec. J'ai pas à m'inquiéter. Bon, il me reste plus qu'à découper ça. Alors, je m'attendais à ce que ce tissu soit méga délicat et qu'il fallait faire attention à épingler que dans les marges. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai épinglé que dans les marges. Sauf qu'en fait, c'est l'inverse. Hein. Pas de problème, on peut l'épingler, il fait aucune marque. Par contre, point que j'avais pas pensé, je m'attendais donc tellement qu'il soit délicat qu'il fallait plutôt faire attention. Sauf qu'en réalité, c'est plutôt très dur à épingler. Il est vraiment très difficile à traverser. Je me dis, à mon avis, il faudra que je fasse quelques tests pour vérifier comment se comporte ma machine à coudre avec. Mais vraiment, ouais, il est un peu rigide. On va voir. On va faire le test sur une chute. J'en ai plein de chutes, ça va faire a priori, pour vérifier comment elle se comporte à la couture. Bon, je vais finir d'épingler la deuxième partie de la manche et après je vais pouvoir découper. Je viens de finir de raser toutes les bordures de ma Sherpa. Bon, alors par contre, c'est super salissant et c'est aussi très long. Alors, c'est long parce qu'en fait, j'ai utilisé ceci pour raser les bords. Normalement, j'aurais dû utiliser un rasoir électrique, sauf que j'avais la flemme de trouver le mien qui est au fond d'un de mes cartons dans la cave. Donc, note à moi-même, la prochaine fois que je vais utiliser du Sherpa, j'attendrai d'être bien installée chez moi pour accéder à mon rasoir électrique pour l'utiliser. Bon, il me reste plus qu'à nettoyer tout ça. Il y a du taf. C'est déjà beaucoup mieux. Bien mieux, c'est plus français. Merci. Bon, ce qui me reste à faire là, c'est d'aller bâtir ensemble toutes les couches des manches parce que j'ai quand même 3 couches par pièce. Et clairement, avec la viscose qui ne demande qu'une chose, c'est se barrer et se déformer, le mieux c'est de les accrocher bien ensemble tout de suite comme ça au moment de les coudre, vu que c'est pas pour aujourd'hui, ça aura pas trop bougé et j'aurai pas trop de difficultés. Alors ce Bombers, il a officiellement gagné son label fait main. J'ai pas à souvenir d'avoir passé autant de temps à coudre à la main pour un seul de mes projets jusqu'à ce jour. Et vous savez quoi ? Je crois que j'y ai pris goût. Au point que j'ai acheté un second ouvrage sur la construction des tailleurs. Bon, encore une affaire à suivre. Hein. Mais en fait, le Sherpa, c'est aussi chiant à coudre qu'à préparer. C'est tellement épais avec tous ces poils qu'il faut forcément à chaque fois tout désépaissir. Je vous parle même pas du délire avec les pinces. Et une fois que vous avez désépaissi, c'est pas fini. Non, il va falloir frotter les coutures pour libérer les poils. Alors cette phrase, prise hors de son contexte, bienvenue dans les années 70 les meufs, on va libérer le poil. Au-delà de libérer le poil de la pince, continuons avec les manches. Alors elles au moins, elles étaient faciles à monter et très simples à désépaissir.
Par contre, comme j'ai utilisé la technique du flatlining pour ma pose de doublure, je me suis retrouvée à devoir m'appliquer à mort pour pouvoir faire des coutures rabattues propres pour que les finitions soient aussi nickel à l'intérieur qu'à l'extérieur de la manche. Et franchement, je regrette pas d'avoir pris du temps parce que elles sont chiadées ces coutures, j'en suis trop fière. Ok, donc on n'est pas loin de la fin, il ne reste plus qu'à mettre la ceinture et les poignets. Et initialement, je devais partir sur ce bord-côte que j'avais déjà acheté, qui matche plutôt bien. Sauf que je trouve qu'il y a déjà suffisamment d'informations entre mes deux tissus ici qui se contrastent et j'ai peur que rajouter le troisième, ça fasse vraiment trop. J'ai pile poil ce qu'il faut dans mes dernières chutes de ce tissu-là pour faire justement la partie ceinture et les manches. Et comme j'ai des élastiques, en fait, on va avoir donc une ceinture quand même froncée. Bon, maintenant, on va parler de la partie qui fâche. Non, parce que le Sherpa, c'était encore de la gnognotte. Hein. La ceinture du Bombers. Vous savez, la ceinture des Bombers qui est élastiquée, ça semble un truc assez simple a priori. Donc, je voyais ça plutôt comme une bande rectangulaire qu'on pliait en deux. On faisait une petite piqûre dans la longueur avant d'enfiler l'élastique qu'on piquait sur les deux côtés. Bon, déjà, c'était pas facile à coudre. J'ai buté un nombre incroyable d'aiguilles, reposées en péléphie. Et en plus, une fois que c'est fini, le rendu était catastrophique. Et c'est pas le pire, non, le pire c'était les poignées des manches, mais alors elles, oh là là, c'est horrible. Bon, franchement, j'étais dégoûtée. Bref, complètement saoulée. En plus, j'avais froid. Je devais reprendre le boulot dans 4 jours. Et bien sûr, je me suis pas du tout reposée pendant toutes ces vacances. À peine à 6 degrés dehors, je vous le dis tout de suite, il est hors des questions que j'aille m'embêter pendant une journée entière dans un sous-sol glacial, juste pour faire mes mères. Je vais retourner là-haut au chaud pour finir le siège de maman. J'ai fini par tout plaquer pour aller me réfugier dans le salon au chaud. J'en ai profité pour m'occuper du cadeau d'anniversaire de ma mère qui était également dans 4 jours. Alors autant vous dire, le cadeau, il a pris bien plus de 4 jours pour être fait. Jamais à l'heure, la fille. Ce qui fait qu'on se retrouve 2 mois plus tard avec un déménagement dans les pattes. On est le 19 février, on en est toujours au même stade, sauf que j'ai quand même repris la couture. Mais hors caméra, ce qui donne déjà une petite estimation de quel pourrait être le frein ici. Donc je me retrouve aujourd'hui avec 2 chemisiers en plus et je me prête à faire un pantalon. Sauf que le Bombers, lui, il en est au même stade. Alors peut-être que je me bouge les fesses si je vais pouvoir publier ma vidéo quand même. Bon, si je dois finir cette veste, il serait temps, ça fait plus d'1 mois qu'elle est en stand-by. Il va falloir que je traite ce sujet-là. Parce qu'on est d'accord, là, cet atelier, il n'est pas du tout exploitable. Hein. Et donc, après avoir nettoyé ces fameux placards et avoir rangé les tissus dans ces placards, et ensuite m'être rendu compte que je n'avais pas de table ni de tiroir pour ranger ma mercerie et installer mes machines, j'ai à nouveau procrastiné sous prétexte que je n'avais pas de table où installer mes machines à coudre et donc je ne pouvais pas coudre. Ce qui est totalement faux vu qu'en parallèle, j'ai eu le temps quand même de faire 2 chemisiers et 2 pantalons. Mais bon, quand je veux pas, je veux pas. C'est vraiment la première fois que je me retrouve à avoir fini d'éditer ma vidéo avant d'avoir fini mon projet. D'habitude, c'est l'inverse, c'est-à-dire que éditer les vidéos me saoule, faut le dire, et mes projets sont toujours finis bien en avance. En 3 ans, voilà, je me retrouve dans une situation improbable. Ma veste n'est toujours pas finie. J'ai encore procrastiné depuis la dernière fois. Donc, je peux pas conclure la vidéo et la publier dimanche si je ne finis pas parce que demain, je peux pas faire mon reveal. Parce qu'il faut que je le filme. Ça va de soi que ça c'est. Il manque encore la conclusion. Ça veut dire que là, ce soir, il va falloir que je me bouge. Il faut que je m'attelle à mes mères. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais démonter la ceinture élastiquée. Ce qui me plaisait pas, c'est que j'ai fait donc une double couture.
Et en dessous, c'est très élastiqué, on voit que c'est très froncé. Et au-dessus, la deuxième partie est pas du tout froncée. Ça fait une entonnoir, c'est vraiment pas joli. Et je pense aussi que j'ai mis trop d'élastique en fait, ça devrait être moins resserré. Parce que je viens de me rendre compte en comparant avec une autre veste élastiquée en bas. C'est pas du tout aussi resserré en réalité. Donc on va déjà démonter ça. On va voir si je mets un élastique plus lâche. Et je vais voir si la façon dont j'ai monté mon élastique aurait dû être différente. Bon, je vous retrouve après. Ah oui, donc ça c'est l'élastique que j'avais mis dans mon bomber, c'est comparé à mon autre bomber, il manquerait tout ça. Ça met les choses en perspective, donc effectivement, on va essayer de voir si je peux avoir un élastique plus long. Alors en haut, on avait l'élastique initial et en dessous, c'est le nouvel élastique, comme vous pouvez le voir, la différence n'est pas du tout négligeable. Donc après avoir démonté la fermeture, détaché la doublure, j'ai posé l'élastique sur le bord le plus bas et puis j'ai replié par 2 fois donc la ceinture, et pour repositionner la doublure, j'ai utilisé la technique du burrito. Et c'est bon, on avait une ceinture. Bon bah finalement je suis rentrée parce que de toute façon il s'est mis à pleuvoir, je devais faire cette review dehors juste après la prise de vue, mais bon sous la flotte c'était pas possible. Ce qui m'a permis de me rendre compte d'une chose, c'est pour que ce bombers d'hiver soit vraiment d'hiver, faudrait peut-être lui intégrer une capuche quand même. Alors autant il manque une capuche, autant la doublure est parfaite. Faut savoir que là il fait à peine 5 degrés, j'étais super bien dehors. Franchement j'étais très confortable. Aussi bien le Sherpa que le molleton font vraiment le job, ça vraiment il y a rien à redire. D'ailleurs, je commence à avoir un peu chaud. Je crois que je vais me déshabiller pour la peine. Alors, faut savoir que hier soir, après avoir changé la ceinture et les poignets, je l'ai essayé et j'ai été vraiment épatée. En fait, je pense que j'avais gardé une image tellement négative de janvier quand je l'avais essayé initialement avec l'ancienne ceinture, où vraiment j'avais été tellement déçue que j'avais vraiment plus du tout d'attente. Je voyais quelque chose de totalement raté. Quand je l'ai enfilé hier soir, je suis restée bloquée pendant, je pense, 5 secondes, tellement j'étais éblouie, quoi. Je sais pas si c'est mieux que ce que j'avais en tête initialement, mais je pense que j'ai oublié ce que j'avais initialement en tête, ce qui fait que j'ai un regard totalement neuf dessus. Et franchement, c'était au-delà de mes attentes. Le rendu, la ceinture, les poignets, tout me plaît. Alors j'aurais bien quelques petites finitions que j'améliorerais, mais c'est vraiment de la finition, c'est même pas sur le patron. Alors le patron, faut que je le modifie pour prendre en compte le fait que maintenant la ceinture doit être une ceinture à même, c'est-à-dire que c'est le tissu qui doit être prolongé et pas une bande séparée. L'autre point que j'améliorerais, donc ça sera plus une finition, c'est au niveau du col. Actuellement, le col il est très droit dans le cou, à l'arrière, et il suit en fait le côté droit du dos, ce qui fait un peu bloc. On perd un peu de féminité, je trouve. Donc là, il suffirait juste au moment de sculpter au point chausson de un peu arrondir pour avoir en fait cet effet de courbure qu'on a naturellement dans le cou ici, et ça reféminiserait, je pense, le vêtement. Donc ça, c'est plus un point de détail au moment de faire la finition, et je pense que quand je vais un peu améliorer mes pratiques avec mes bouquins sur le tailleur, j'apprendrai à refaire cette partie-là pour qu'elle soit plus en adéquation avec ce que j'ai en tête. Alors l'autre point à vraiment améliorer, c'est la fermeture. J'ai totalement improvisé et ça se voit. Donc déjà, sur ce côté-là, elle est juste cousue directement à même, sur le parement. Alors que normalement, elle devrait être prise en sandwich entre le devant et le parement. Bon, ça, c'est trop tard. Et de l'autre côté, là où j'ai la soupate, c'est peut-être plus un problème d'épaisseur. Donc, quand je ferme, parfois, la fermeture se bloque dans la soupate. Donc, je pense que là, c'est encore un problème de finition, de positionnement de mon parement pour que ce soit pas trop épais et en même temps que la fermeture se bloque pas dedans. Et vous noterez, j'ai pas mis les boutons pression pour la Norak parce que j'en voyais pas l'utilité. Peut-être qu'à terme, j'en mettrai au moins en haut et en bas. Mais là, actuellement, j'en voyais pas l'utilité parce que finalement, avec l'entoilage, ça se plaque tout seul, c'est nickel, il y a vraiment rien à refaire. Franchement, la tenue, il y a rien à redire. Au niveau de la tenue, l'entoilage a fait vraiment bien le job.
J'en suis très très contente. Et comme vous avez pu le voir, pour le dos, la ceinture, c'est nickel maintenant. C'était vraiment qu'un problème de longueur d'élastique en réalité. Ça serrait beaucoup trop et ce qui faisait que c'était pas très esthétique. Mais là, en rajoutant quelques centimètres, c'est nickel. Donc comme vous pouvez le voir, ce Converse, je l'adore. Je vais le porter tout cet hiver et probablement jusqu'au début du printemps. Pas au-delà parce qu'il va être beaucoup trop chaud, je peux vous avouer. Là, j'ai super chaud rien qu'en le portant à l'intérieur. On se retrouve le mois prochain sur un format un peu différent. Ce sera du podcast où je vais vous faire une review en fait de tout ce que j'ai cousu hors caméra. Parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai cousu pas mal hors caméra. J'ai donc actuellement 3 chemisiers, 2 pantalons. Je m'apprête à coudre un 3e pantalon, un autre chemisier et une jupe. Il y aura de quoi faire donc le mois prochain. Et en même temps, le fait de pas faire de tournage, déjà ça me fait une petite pause. Je pense que j'en ai un peu besoin de ce break. Et ça me permettra de finir d'aménager l'appartement parce que le mois d'après, je vous présenterai enfin mon appartement totalement rénové, aménagé, et ça me permettra aussi d'ouvrir sur des futures vidéos où il y aura d'autres projets d'aménagement qui sont en lien avec la couture, bien entendu. Allez, je vous fais des bisous, à bientôt!